Pendant longtemps, j'ai été animée d'un vif désir de changer le monde. Et j'ai réalisé avec le travail personnel que c'est son propre regard qu'il est important de changer sur le monde. Commencer par soi-même, parce que le devenir entier de l'humanité dépend des relations de chacun, avec lui-même et bien sûr, avec les autres et avec la nature. Toutes nos tables rondes proposent un autre regard sur soi, sur les autres. Ils se réunissaient autour d'un feu et chacun posait sa contribution, son expression par rapport déjà à son expérience, par rapport à la paix, et après ce qu'eux ils pensaient comme solution et qu'ils apportent selon leur expérience au niveau de paix unie, c'est-à-dire les liens sociaux, le respect à la nature, le travail intérieur, qu'on peut arriver à s'aimer et à fructifier une paix au niveau planétaire, au niveau global. On prend un grain de blé. Moi, je suis agriculteur, donc je sais ce que c'est. Quand je sème un grain de blé, il me donne, le plus mauvais agriculteur va obtenir 10 épis. Chaque épi va contenir 40 graines. 40 graines 40 graines. 40 graines par 10, ça fait 400. 400 graines. Vous ressemez 400 graines et la démultiplication est immédiate. Ce qui fait que dans la nature, il y a une dynamique de la nature qui devrait alimenter les gens. Il n'y a aucune excuse, absolument aucune excuse à la fin dans le monde. Et ça, il faut l'affirmer. 68, 70, toutes ces révoltes d'étudiants, parce qu'ils réagissaient aussi à cette pensée unique. Et alors, qu'est-ce qu'elle a donné, cette révolte des étudiants? Bon, elle a donné un Marcos, elle a donné la résistance chilienne. En France, elle a donné nos 68 arts. En Allemagne, elle a donné un mouvement aussi. C'est peut-être ces énergies-là qu'il faut que l'on rassemble de nouveau. Ce colloque Devenir, de la culture de la paix et du développement durable. Ils sont des thèmes qui interrogent chacun de nous, qui interpellent chacun de nous. Première pierre d'un pont que nous allons construire l'année prochaine vers le Brésil, un pont qui va rayonner sur toute la planète, un pont pour la paix. Je suis toujours en pensée avec François Mitterrand. C'était peut-être des rares invités qu'on eu, même certainement, dans ce pays. Et je crois qu'il est là, certainement, à côté de nous. Moi, je suis toujours très frappé par le fait que personne ne meurt jamais tant que l'on pense à cette personne. Découvrir que nous sommes créateurs de tout ce qui se passe dans notre vie et dans notre être. Découvrir que c'est notre pensée qui est créatrice. Et nous avons créé dans un certain sens notre monde et nos croyances, nous pouvons les décréer et recréer par notre pouvoir personnel. Avancer de plus en plus dans notre humanité. De regarder dans les yeux la personne qui est derrière vous. Hein? Osez regarder qui est dans votre dos.
regardez-le dans les yeux, mais regardez ses yeux tranquillement. Ce n'est pas une compétition de... Regardez ses yeux. Osez faire ça. Les forces d'amour ne sont que personnelles, individuelles. Les forces de destruction, elles sont technologiques, souvent institutionnelles, et que sur les plateaux de la balance, les forces d'amour, malheureusement, ne font pas toujours le poids. Il va falloir donc tout un travail au-delà de la conscientisation, un travail d'engagement. Et ce type de rencontre nous invite au fond à faire, au-delà de la prise de conscience, qu'on ne peut plus gérer la planète Terre à partir de biens particuliers, à partir d'intérêts nationaux, locaux, circonstanciels, mais qu'il faut la gérer comme un bien commun. Chaque jour, notre vie glissait comme une corde entre nos mains ensanglantées. Nos vieux ne mouraient plus de la même façon, leurs yeux se fermaient sur le doute. Devant nos enfants, nous avions honte de faire ce que nos ancêtres nous ont appris. Nous devions exclure nos enfants de nos cérémonies. Certains disaient qu'ils nous avaient trahis. Mais moi je pense qu'ils ont été entraînés par une très grande force. Ainsi notre groupe, qui n'était jusque-là qu'un seul corps, se démembrait. Le monde entier est ce tissu de corrélation. Il n'y a rien de ce que je fais, de chaque geste que je pose sur cette terre, qui n'est pas une résonance sur le monde entier. Cette trame d'amour qui est en fait sous-jacente en nous-mêmes et qui est sous-jacente au monde et qu'il faut absolument, dans laquelle il faut vraiment s'ancrer. Mais c'est vrai que ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on regarde le monde aujourd'hui tel qu'il est, quand on regarde la pauvreté dans le monde, quand on regarde les catastrophes écologiques, on se demande où est-ce qu'elle est cette trame d'amour. Elle est quand même difficile à percevoir. Quand on fait le constat, donc là je vais quand même me focaliser sur l'état de la planète, c'est quand même un constat de guerre aux vivants. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des Indiens au Chiapas, qui étaient interprétés par un homme dont vous avez entendu parler, qui est le commandant Marcos, qui est un poète, qui est un philosophe. Et lorsqu'il m'aborde, notre première conversation, je vous la livre. Il parle de la terre-mère éternelle. Ce sont les anciens qui leur transmettent la mémoire de cette terre-mère éternelle. Au cours de mon propre itinéraire, c'est-à-dire un itinéraire qui est d'un homme du Sud qui a reçu la civilisation occidentale d'une façon très brutale. L'avènement de la technologie a produit un clivage entre 1/5 à peu près de la population planétaire, c'est-à-dire de l'humanité, qui ont la technique, la technologie, etc. Et 80%, on peut dire, qui sont en fait pas du tout invités à participer à l'histoire. C'est-à-dire qu'ils subissent l'histoire, ils donnent leur travail, ils donnent leurs ressources, mais ils la subissent. J'ai un peu lu Teilhard de Chardin sur le phénomène humain, c'est-à-dire tout le point oméga, c'est-à-dire l'évolution de l'humanité vers... je trouve que parfois, peut-être que les religions ont un peu trop insisté sur le ciel et pas assez sur la terre. Ce qui fait que la terre devient une espèce de relais en attendant le ciel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une défaillance à l'égard de notre rapport à la terre. Donc ça nous amène à nous poser la question, mais nous, en tant que phénomène humain, si nous prenons la phénoménologie simple, c'est-à-dire qu'on regarde les choses comme un entomologiste regarderait et observerait des insectes, on se dit, nous sommes des prédateurs qui avons éliminé tous nos prédateurs. L'humanité a rendez-vous avec elle-même. C'est-à-dire que face à toutes ces catastrophes qui nous menacent, et qui nous menacent dans l'urgence, comment est-ce que nous pouvons créer les conditions
de la reliance entre toute cette énergie et cette créativité humaine qui puisse justement nous aider à renverser cette situation. La mer monte, et moi j'ai pu l'observer très simplement puisque je fréquente les plages de Nosgorod-Cabreton depuis ma naissance. N'importe quel expert scientifique aujourd'hui vous le dira. On va vers une collision frontale entre l'humanité qui veut aller de plus en plus près de la mer, qui se passionne de plus en plus pour la mer, qui veut vivre avec la mer et construire des maisons près de la mer et avoir des bateaux et se baigner l'été. Et d'un autre côté, l'océan, qui est une espèce d'entité, à mon sens, ça c'est quelque chose que je pense et que je n'entends pas dire, mais je pense que l'océan, ce n'est pas une masse d'eau avec des poissons, des mammifères, des micro-organismes qui contiennent de l'or, de l'argent public. C'est tout ça, certes. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre dans l'océan dont nous ne sommes pas souciés du tout. Je vois un silence absolument incroyable de la part de tout le monde, des penseurs, des philosophes, des politiques, pour cet élément qui va devenir notre avenir que nous voulions ou pas. 40 litres d'eau par jour, gratuit, pour tout le monde. Je dis bien tout le monde, tous, même ceux qui peuvent payer. Il y a de l'eau partout, c'est possible. Le programme, le projet, il est établi. Oui, mais alors, ça coûte si cher. Ça coûte à peu près $1 milliard par an pendant 10 ans. Mais quand on sait que le budget de l'armée, c'est de $1000 milliards par an, on peut se dire qu'on peut extraire un petit pourcent. Alors ce sont les campagnes que nous menons, c'est le travail de terrain qui se fait quotidiennement, journellement. Or, cette répression qui vise ce que les médias appellent les sectes, c'est pas une répression qui vise seulement ces groupes, mais c'est un modèle de répression qui est en train de déborder considérablement ces mouvements. La peur, c'est quelque chose qui séduit. Et c'est quelque chose qui séduit, mais c'est un ingrédient extrêmement dangereux dans la mesure où il légitime l'appel de force de répression et de plus de protection. Et petit à petit, qui dit plus de répression et de force de production, dit réduction des espaces de liberté et réduction de la démocratie. La réalité nécessite d'être croisée de différents regards. Si vous perdez de vue la nécessité de regarder la réalité de différents points de vue, vous êtes en situation d'enfermement. La secte que je redoutais le plus pour ma part est la secte de la société de consommation, qui a un pouvoir tellement de lavage de cerveau est tellement considérable. Avec Yann et Christian Belsa, c'est que cette rencontre soit un échange entre vous et eux. C'est que le mystère de nos origines, dont nul n'a trouvé le nom, et qui nous a permis d'arriver jusqu'ici à travers tant d'aides et tant d'obstacles, nous permettent de continuer notre chemin jusqu'à lui. Et que la terre chante nous donne toujours le feu de sa vie. Alors c'est Chéni Padova qui a dit ça, c'est un programme. Chéni Padova. Ce film que vous avez vu et le témoignage de Yann et de Guillermo ce soir, je pense ne sont pas là pour faire l'apologie de pratiques ici en Occident, mais bien pour témoigner de pratiques traditionnelles qui existent dans un contexte bien particulier. C'est une démonstration de leur culture. S'il y a d'autres phénomènes que la prise de plantes pour connecter, traverser ces états-là. Je sens beaucoup plus mon corps maintenant après le film. De tener la paz conservando la naturaleza. Si avec vous, si tous ensemble, on commence à protéger la nature et les savoirs, alors on commence à faire un chemin de paix.
visiblement, tu n'as pas cette faculté, parce que tu n'as pas cette référence d'image pour ne pas les avoir vues. Tu as dû découvrir beaucoup d'autres réalités. J'aimerais que tu me dises ce que c'est pour toi le mot « regarder ». Le regard. Je peux regarder quelqu'un en l'écoutant simplement, mais en harmonie avec la forêt. Et j'avais totalement confiance à se servir de tous les sens. Moi, je crois que c'est possible qu'on puisse communiquer et avec les petites plantes et avec notre environnement, quoi. On touche, mais on reçoit des ondes. On prendra une heure ensemble pour partager les sensations qu'on a eues, pour faire une transition pratique, physique, pour nous réintroduire dans votre atelier, pour pas qu'il y ait de rupture, vous voyez, pour pas perdre ce qu'on a eu avec Gao, le cultiver et vous réintroduire avec ça dans l'atelier de Cacavera. Começar procurando rapidamente. Le Cacavera travaille beaucoup avec une vision de la spiritualité très simple, la vision des Indiens brésiliens, où la spiritualité est associée beaucoup à la joie. Toutes les cérémonies des Tupi-Guarani sont avec la danse et le chant, associées au travail intérieur, au travail écologique, au travail social, avec des projets de terrain bien concrets qui se font en ce moment au Brésil, où il y a tellement de zones. Le résultat d'une rencontre comme celle-là, elle n'est pas tangible, elle n'est pas définissable, mais elle est de l'ordre de la métamorphose dans l'être de chacun. J'ai l'impression, les rencontres que j'ai faites des mêmes personnes le premier jour et maintenant après 2 jours, elles sont bien entendu d'une autre nature. Des masques qui ont fondu, des prises de distance, des précautions de se protéger devant l'autre qui ont fondu, comme dans une fournaise, et cette fournaise, c'est celle de l'attention réciproque, c'est celle de l'écoute que nous avons eue les uns pour les autres et qui crée cet espace le plus précieux de ce qu'on puisse définir d'une rencontre comme celle-là. Comme un champ de conscience qui est créé à notre insu et qui s'en va rayonner dans le monde. Chacun part avec des semences plein les poches. Ces peuples naturels, ces chamans qui viennent nous livrer tout un pan d'une culture qui est à tricoter avec la nôtre. Seuls, nous ne pouvons pas continuer, donc ils sont là, ils sont prêts, trouvons le chemin l'un vers l'autre dans une coopération qui est non seulement nécessaire, mais qui va nous apporter beaucoup aux uns et aux autres. J'aime beaucoup leur vibration. L'attention que chacun doit porter à ses paroles, la qualité de ses paroles, la qualité de ses pensées, la qualité de ses émotions. Premier son qui a été chanté par Poupin est un son qui n'existait pas dans notre langue. Une voyelle qui ramène la force de la terre. Donc on va danser comme nos ancêtres.
Non, je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui dans ce bâtiment à l'architecture tout à fait inusuelle pour moi et nouvelle, et de vous rejoindre surtout à l'issue de ce colloque, de cette rencontre dans laquelle vous avez tous discuté des façons d'apporter un futur plus paisible, une paix pour l'avenir. Parce qu'il y avait une conscience prédominante, c'était celle du rendement, de la rentabilité, qui a perdu les vraies valeurs de solidarité qui sont naturelles normalement à l'humanité. La sagesse a complètement disparu des objectifs de la société actuelle. Pour résoudre le collectif, nous avons à passer par l'individuel. Nous avons tous beaucoup de connaissances sur la génétique qui nous est transmise par les plus éminents scientifiques. Nous savons énormément de choses sur ce qui se passe dans les fonds sous-marins, ce qui se passe dans le cosmos, dans l'univers. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains portent un grand point d'interrogation sur leur propre planète. Un microcosme qui fait moins de 2 mètres carrés et que nous avons tellement peur pour une grande majorité à explorer. Le problème de l'identité, le problème de la personne, le problème de la conscience est repensé ou doit être repensé intégralement. Et d'une certaine façon, il existe aujourd'hui un nouveau courant dans la psychologie, une nouvelle façon d'aborder la psychologie, qu'on appelle parfois la psychologie holistique, la psychologie transpersonnelle. C'est une psychologie élargie qui considère que l'être humain est avant tout une âme. Les rencontres font apparaître des ensembles qui ont des performances plus grandes que chacun des éléments. Si bien que lorsque moi, être humain, rencontre un autre être humain, nous faisons, si nous sommes capables de mise en commun, nous créons sans le vouloir un surhomme. Le surhomme qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est l'ensemble des deux. Le surhomme existe, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est nous. Eh bien, je vais faire des projets collectifs. Ils ne peuvent être que collectifs. Il y a une chose dont j'ai sûrement besoin, c'est d'agir, c'est de participer, c'est de construire autre chose. Il faut que nous retrouvions une culture de l'accompagnement, comme un retour sur soi pour aller puiser dans une sorte de réservoir très profond, cette énergie qui va justement servir cette dernière tâche. Et je pense qu'on peut reprogrammer les choses jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et j'ai été personnellement témoin dans les derniers moments de la vie des êtres humains que j'ai accompagnés, de véritables, je dirais, découvertes de ce que l'on n'avait jamais trouvé dans la vie, jamais découvert, c'est-à-dire la possibilité effectivement d'être aimé et d'être reconnu. Vous ne pouvez plus, adultes de ce monde, en oubli d'amour, raconter l'innocence à vos enfants. Alors si on divise l'ensemble de la surface qui est biologiquement productive de la Terre par les 6 milliards d'habitants, on arrive à 2 hectares, c'est-à-dire que la Terre nous offre un petit peu moins de 2 hectares à chacun d'entre nous pour vivre notre vie. Ce qui veut dire qu'en tant que Français qui avons un peu plus de 5 hectares, on est largement en dépassement, comme on peut le voir. C'est-à-dire que si tous les habitants de la planète vivaient comme un Français, en fait il faudrait 2 planètes supplémentaires. Si tous les habitants de la planète vivaient comme un Américain, il en faudrait 4. Il y a des fluctuations météorologiques, mais la température de la Terre, elle est en train d'augmenter. Et regardez ce que ça fait 1 degré par rapport à votre corps. Là, à peu près, on est tous égaux. Ce matin, j'imagine que tout le monde est à 37, peut-être quelques rues 38. Mais à 38, on a de la fièvre. 39, on appelle le médecin en urgence. Ça ne fait jamais que 2 degrés. C'est rien du tout, si vous voulez, quoi. Et donc, il faut ramener ça toujours à ce volume de la Terre. 1 degré par rapport au volume de la Terre, à sa surface, c'est monstrueux. Donc, il faut bien se rendre compte que ces fluctuations de température créent une fièvre qui est une évidence. Quittant la ville de Paris dans laquelle je ne pouvais pas supporter de vivre, nous avons essayé de trouver une petite ferme dans le sud de l'Ardèche. On a trouvé une petite ferme toute modeste dont personne ne voulait, sans eau, sans l'électricité, pas de téléphone, etc. Mais tellement magnifique qu'on a décidé de nous y installer. C'était une ferme à sol aride. Nous tenions à vivre là, mais les agronomes nous déconseillaient de le faire. Ils disaient, vous allez crever de faim, vous allez faire crever vos enfants, vous allez, etc. Donc nous y sommes restés, et puis...
En tout cas, nous y sommes toujours. Étant ouvrier agricole, je connais d'une façon extrêmement concrète les agressions que l'on peut mener contre la terre qui nous nourrit. Je me rappelle quand même cette phrase magnifique de Jean Rostand qui disait « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes ». Et bien là, on va encore se prendre pour des dieux, parce que là, on va transgresser la barrière des espèces. Hein. De tout temps, l'agriculture a fait des sélections. Mais on n'a pas transgressé cette barrière des espèces. Et là, on va le faire. Donc, on va encore faire une espèce d'expérience grandeur nature dont nous allons être les cobayes. L'effort que j'ai fait de comprendre, parce qu'on me disait il y a un besoin alimentaire, mais on a besoin, comme vous le disiez, de culture vivrière. On a besoin de donner au peuple du Sud les moyens de cette autonomie, de leur apprendre. Mais là, me semble-t-il, pour les OGM, c'est une manière à peine déguisée, à peine masquée, à peine dissimulée de mettre la ressource dans le moins de mains possible. Voilà. Pour qu'une chose nouvelle trouve son espace de développement et d'affirmation à une grande échelle, ça prend plusieurs décennies. Sachant qu'on va vers une accélération du temps au point de vue des contraintes et qu'on semble incapable d'accélérer le temps de l'innovation et de la conscience. Pas de projet progressiste, si ce mot-là a un sens, qui ne combine en convergence ces 4 dimensions et qui cherche sans arrêt quel est de manière équitable le point de positionnement, l'évolution qui met en convergence ces 4 solidarités. On voit bien qu'il y a un mouvement qui tarde à prendre de l'ampleur, qu'il y a des résistances au changement, c'est traditionnel, c'est classique, et nous n'avançons pas vers l'avenir parce qu'on a des gens qui n'en ont pas compris l'urgence. Ce défi écologique, qui est de comment conjuguer des impératifs d'aujourd'hui avec les nécessités de demain, qui est la formule générique pour expliquer ce qu'on appelle la notion de développement durable, c'est un défi collectif. Et il faut que nous, en bout de chaîne, c'est là que c'est essentiel, on participe. En chacun de ces hommes, il y a une femme qui s'est exprimée ce soir aussi. Alors évidemment, c'est vrai que ce sont des femmes aussi qui ont préparé ce débat. La prochaine fois, on mettra des femmes aussi sur la scène. C'est très facile de parler des choses, c'est aussi beaucoup plus important de les mettre en application. Le pouvoir de transformation des choses, cela vient de la mise en application, ce ne vient pas de raconter beaucoup de choses. Nous attendons de ceux qui nous gouvernent qu'ils regardent vers l'avenir aussi et un autre devenir. Je me souviens des forums sociaux à Porto Alegre où il se faisait un travail considérable dans les ateliers. On voyait se dessiner ce que pourrait être le monde de demain. Et sorti des ateliers, c'était la couleur, les chants, la musique, la joie, le plaisir d'être ensemble. Ça avait une autre allure que les sommets entourés de fils de fer barbelés dans des forteresses impénétrables. Justement, nous allons entamer une table ronde. Je m'appelle Gustave Macial. Je suis président du CRID et du Centre de recherche et d'information pour le développement qui regroupe 53 associations de solidarité internationale en France. Et nous allons écouter un peu justement les témoignages de ces actions qui sont menées au nom de la liberté des libertés. Específicamente en Samaipata, ellas desarrollan actividades ecológicas. L'association ASOPEC est une association de femmes productrices rurales. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une famille. Parada est une association roumaine qui a été créée en 1996 par Milou Doukili. Kili, il est clown et au départ, il a commencé par aller dans la rue avec son sac rempli de matériel pour faire connaissance avec ces jeunes qui vivaient dans la rue en Roumanie. Au Marcho d'Orilia, ça veut dire bonjour en tchétchène et je pense que c'est vraiment formidable que nous puissions ici montrer que notre solidarité avec le peuple tchétchène. On peut travailler en Tchétchénie, en Bolivie, en Roumanie, en Colombie, au Kurdistan et on est tous sur la même chose, on pense. On a tous une idée du monde
et de la liberté, du droit des êtres à être et du droit des cultures à être qui se ressemblent. Et si chacun est tombé un jour dans une soupe différente, les uns dans un bol roumain, les autres chez les Kurdes, moi chez les Tchétchènes, ça tient à des sensibilités. Je trouve ça un beau rassemblement étrange, hétéroclite et très joli. La discussion autour des crimes d'honneur a fait couler beaucoup d'encre, surtout avec l'assassinat de deux femmes kurdes, Pella et Fatima, en Suède. Parler du crime d'honneur, ça demande vraiment une réflexion très profonde, beaucoup de compréhension de la nature des sociétés en question. Notre mouvement, quoique donc né de ce besoin, et notre objectif principal, bien sûr, c'est d'informer, de sensibiliser. Le nom de la pluie d'oiseaux vient d'une réelle pluie d'oiseaux, et là on rejoint l'environnement. Il y a eu des bombardements chimiques au Kurdistan irakien. C'est traduit par pluie d'oiseaux, et pas seulement d'oiseaux. Donc nos actions sont de monter des expositions, des spectacles, des résidences d'artistes, ici et là-bas. C'est aussi pour montrer le rôle des artistes qui n'est pas tout seul dans son coin, quoi qu'en disent certains de la droite. On a un rôle dans la société, on a un rôle. www.gisti.org comme une arme que nous essayons de contribuer à porter le plus partout dans la société française, aussi bien pour que les étrangers eux-mêmes s'en saisissent et défendent leurs droits, aussi bien pour que les personnes qui vivent avec des étrangers, accueillent, soutiennent des étrangers, puissent les défendre. La situation aujourd'hui est quand même celle d'une grande répression accrue à l'encontre des étrangers. Vite nous présenter qu'est-ce qu'on fait nous. Créer en Colombie le premier cirque professionnel destiné aux enfants surtout aux enfants déplacés de là-bas. Le preuve c'est que le cirque est une spectaculaire, utile, sociale et éducative. Le cirque, ça ouvre le voie pour une carrière qui n'a pas besoin de compétences académiques. Le cirque, ça canalise les énergies. Sinon, ces énergies peuvent s'exprimer en violence contre les autres ou contre soi-même. Gandhi, elle dit cette phrase terrible: si la non-violence échoue, nous serons tous condamnés à tuer ou à trahir. Et la deuxième, c'est une phrase aussi terrible de Gramsci qui dit: le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Et nous devons évidemment lutter contre les monstres pour que le nouveau monde puisse apparaître. Ce que moi j'appelle spirituel dans ces rencontres, c'est justement retrouver le sens. Et retrouver la conscience. Et retrouver la conscience. Le sens des valeurs et la conscience. Malgré le caractère meurtrier de notre civilisation mondiale, il reste encore vivant des cultures qui représentent une humanité que l'on pourrait croire disparue, qui est toujours là. Des hommes et des femmes venus d'Amérique, mais d'une Amérique d'avant, une Amérique d'avant que les Européens y arrivent. Œuvrer ensemble. Les traditions les plus installées pouvant aider celles qui le sont le moins ou qui sont menacées. Je ne voudrais pas faire de la publicité pour l'excellent livre que Patrice a fait, Le Cercle des Anciens, qui retrace cette histoire, et depuis des initiatives comme une âme pour la mondialisation, en utilisant ce terme ambigu de mondialisation et si contestable et contesté, une âme ou un cœur global reste possible. Énormément à apprendre de ces personnes qui ont gardé l'intelligence de l'interdépendance de l'habitacle et de l'habitant. Je ne suis pas indien, même si une fois un indien m'a dit « tu n'es peut-être pas indien physiquement, mais tu commences à en avoir le cœur », donc ça m'a fait ce jour-là plaisir. J'ai eu ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, donc de l'eau dans les poumons. J'étais dans une montagne qui s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est à 6000 mètres d'altitude. Avec un œdème pulmonaire, vous n'êtes pas très bien, parce que l'eau, c'est pas fait pour être dans les poumons. Et ce sont des hommes et des femmes que je ne connaissais pas, ces Indiens Kogi, qui m'ont ramassé comme ça, comme un petit paquet, qui m'ont attaché sur une mule et qui m'ont redescendu dans un village pour me soigner. Et ce jour-là, non seulement ils m'ont sauvé la vie, mais en plus, ils m'ont effectivement ouvert les yeux sur le monde de la tradition. Ils m'ont dit, je leur ai demandé plus exactement, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Ils m'ont dit, c'est simple, tu nous aides à racheter nos terres, à retrouver nos terres. Je veux faire un grand effort pour expliquer. Nous sommes de Sarayaku. Mon nom c'est Don Sabino Walinga. Voici mon épouse Corina et mon fils José.
Nous sommes ici envoyés par nos peuples pour partager notre manière de penser, et spécialement pour regarder la terre avec nos yeux et la santé avec nos mains. Come right from the mind. Parfois, les mots proviennent du ventre, parfois ils proviennent des poumons, parfois ils proviennent du cœur et parfois ils proviennent de notre tête. Alors les mots peuvent provenir même du dessous de nos pieds, de la plante de nos pieds. The earth. La terre. The earth. La terre. Que é a respiração da Mãe Terra. Qui sont la respiration de la terre-mère. Meu nome é Cacavera Jecupé. Mon nom est Cacavera Jecupé et ce nom vient du peuple Guarani. Jusqu'à 7 ans, j'ai vécu dans la forêt. Et quand j'ai eu 7 ans, bien que j'habitais toujours au même endroit, il n'y avait déjà plus de forêt. À 9 ans, je suis tombée très malade, m'a emmenée à découvrir les enseignements sacrés de la médecine guarani. À 14 ans, j'ai commencé à grimper aux arbres parce que le fleuve était tellement pollué qu'on aurait pu marcher dessus. Et c'est à ce moment-là que nous avons fondé l'Institut Arapote. Arapote signifie renaissance, reconstruction. Nous avons observé que les fondements de notre culture, qui ont créé une culture de paix, pourraient servir d'appui pour cette civilisation. E canto que a gente canta, que é canto de solidariedade, união, é muito simples. Et un chant que nous chantons de solidarité et d'union, très simple. É assim, ó. C'est comme ça. Aê, aê, Le pardon, c'est de ne pas nourrir en nous un profond ressentiment qui va nous pousser à essayer de nous venger, de rendre la haine pour la haine. C'est cela en quoi consiste le pardon. I have to stop. The next program. La suite du programme maintenant.